Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon retour de jeûne à toutes et à tous à ce 28e jour du mois béni de Ramadan. Et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La communauté musulmane du Niger a observé dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet 2016 la nuit du destin, correspondant selon certains érudits à la 27e nuit du mois de Ramadan. À cet effet, les mosquées des différents quartiers de la capitale ont connu une ambiance inhabituelle. C'était en présence de nos reporters Adam Ousmana et Ali Dubrema. Prières, zikr et prêches étaient au menu de cette 27e nuit du mois béni de Ramadan. Une nuit dénommée Laylatul Qadr, autrement dit, nuit du destin, destin sur lequel les grands ulémas de la place ont tenu à lever tout équivoque. hali ir koy gabano arzan izra hadisuna go muslimra arzan go non gate dir koy gabano fur jahannam go non gate burku kalle litul kadro ceci kulu kodoro ga ir koy. D'aucuns pensent que le destin est déjà tracé. Certes, car c'est le destin qui permet à l'homme de magnifier ou non cette nuit. Les anges, eux de leur côté, notent les fidèles. En cette nuit vivement recherchée, les 10 derniers jours de Ramadan, particulièrement la 27e nuit. Nombreux étaient les fidèles musulmans, hommes et femmes, à envahir les mosquées de différents quartiers de la capitale afin de bénéficier des bienfaits de cette nuit. Dans ce mois béni de Ramadan, il y avait une nuit qui dépassait toutes les nuits. C'est une nuit qui n'est vécue que dans ce mois de Ramadan une seule fois. La nuit du destin, ça correspond à 83 ans dans notre vie. Et dire que dans une seule nuit, on peut avoir la bénédiction de 83 ans. J'espère que cette nuit-là, ça devrait être vivre et veiller. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Les gens ont vraiment compris l'importance de cette nuit-là. Cette nuit n'a pas d'égal ici-bas. Certains ulémas pensent que si elle doit avoir d'égal, ce serait les nuits d'Arfat et celle de la venue du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au monde. La Oumma s'est ainsi privée du sommeil jusqu'au petit matin dans les environs de 4 heures, quand une prière a été dite pour un hivernage fécond, la paix et la prospérité au Niger. Qu'Allah nous fasse bénéficier des bienfaits de cette nuit par sa miséricorde. Le mois béni de Ramadan tire à sa fin. Beaucoup de fidèles musulmans n'ont pas pu accomplir ce pilier de l'islam pour plusieurs raisons. Toutefois, elles ont obligation de compenser les jours de jeûne non observés. Élément de réponse dans ce reportage de Ali Sissé Ibrahim. Le jeûne du mois de Ramadan s'impose à toutes musulmanes et musulmans doués de raison. Cependant, les femmes peuvent être amenées à ne pas observer le jeûne selon certaines circonstances, comme le précise ici l'imam Ben Salah. Eh bien, en parlant des femmes, j'aurais dû dire tout de suite, en parlant des conditions pour entrer dans le jeûne, je dois parler de la pureté. Et nos sœurs, qui sont en état de menstru, ou qui viennent d'accoucher, donc qui sont assujettis à la survenue des logis, eh bien ces sœurs sont interdites de jeûne, s'il vous plaît. Interdites de jeûne. Là, il n'y a pas de autorisé ou pas. Si on peut, on le fait, non. Ce qui n'est pas le cas avec celles qui allaitent ou qui sont en grossesse. Là, si par la grâce de Dieu, elles estiment que, sous l'éclairage d'un médecin homologué, catalogué et bien connu, si ce médecin estime qu'elles peuvent jeûner dans ces conditions, falillah alhamd. Mais si ce même médecin leur dit arrêtez de jeûner parce que ça peut porter atteinte à votre santé, à la santé du fœtus ou à l'évolution normale du nourrisson, là également vous êtes obligés de déposer les jeûnes. Chers sœurs en islam, qu'Allah fasse miséricorde. Mais dans tous les cas, nous avons constaté assez souvent que les femmes pensent qu'on dépose les jeûnes et il n'est plus question de revenir là-dessus. En des moments plus favorables, après le jeûne du mois béni de Ramadan, il va être question pour vous, et qu'Allah vous donne le temps et les moyens,
de rattraper ces jours. Que ce soit dans le cas de la survenue de l'OCHI ou des règles, que ce soit dans le cas de votre incapacité à jeûner pour grossesse ou pour allaitement, qu'Allah vous fasse miséricorde. Aussi, il revient aux femmes s'étant trouvées empêchées de jeûner par une situation quelconque de se conformer aux prescriptions divines afin de compenser les jeûnes ratés. Parlons à présent de la Zakat el-Fitr. Comment la prélever, à quelle période et quelle est son importance? À cet effet, suivant l'éclairage du prédicateur Malan Haladou Yahya. La Zakat el-Fitr, c'est une aumône purificatrice qui relève de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dont l'objectif est de purifier le jeûneur de certaines mauvaises paroles, des paroles obscènes prononcées au cours de l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, et qui vise également non seulement à purifier les fidèles, mais aussi à aider les nécessités pour leur épargner la mendicité le jour de la fête, comme l'a souligné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un élément du programme de la lutte contre la pauvreté prévue par l'islam. Il y a l'immolation de la fête de Tabaski qui fait partie, qui est également un autre élément. Donc, comme on le voit, le prélèvement de la Zakat al-Fitr est très important pour le fidèle qui cherche à ce que son jeûne soit agréé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour l'autre couche de la société, la couche des faibles. On sait que l'islam a prévu un pilier, à savoir la zakat en tant que tel, pour aider les nécessités. Donc c'est très important et si important que les fidèles doivent prêter attention pour prélever ce qui est de qualité, les céréales les plus consommées. Il est extrêmement important pour celui qui ne consomme que du riz, de prélever du riz, et même celui qui va chercher d'autres céréales, il est important de vérifier si c'est de bonne qualité. Parce que les nécessités aussi, comme on l'a vu, il est important que son honneur soit préservé, et Allah n'aime que ce qui est bon. Si on veut donner la charité, le délai de rigueur, c'est de donner cette aumône avant d'aller le matin, le jour de la fête, à la prière de Eid, ou encore de la prélever même 48 heures avant la contemplation du croissant lunaire. Ce prélèvement doit être fait en raison de 4 mouds de nabi par personne. Même l'enfant, le nouveau-né qui vient de naître, on prélève pour lui. Et on prélève pour toutes les personnes qui vivent sous le toit, sous le même toit que nous dans notre famille. Un volet reportage dans cette édition d'information. Nous nous sommes intéressés à l'horlogerie, la réparation des montres, une activité qui nourrissait bien son homme avant, mais qui de plus en plus suscite d'engouement. C'est un reportage de Michel Deji et Chef Guissou. Dans l'évolution de l'homme sur Terre, l'on remarque que sitôt après avoir observé le cycle du jour et de la nuit et l'alternance des saisons, s'est engagé progressivement à élaborer des instruments de plus en plus performants qui lui permettent de mesurer le temps. Il y a seulement 4000 ans, cet instrument n'était autre que le gnomon, à partir d'un bâton qu'on place dans le sol pour projeter son ombre et servir d'indicateur de temps. Puis le clepsydre qui permet de lire l'heure par la quantité d'eau ou de sable qui s'écoule d'un vase gradué à un autre. Mais les progrès vont vite s'accélérer et la première horloge mécanique sera inventée en 1275, suivie de la création de la première montre de poche en 1508 par l'horloger allemand Peter Hellen.
Des montres qui feront plus tard leur apparition dans les pays du tiers-monde pour faire de l'horlogerie un créneau porteur. Une activité qui semble connaître son déclin de nos jours avec l'apparition de la montre sur la quasi-totalité des appareils numériques, des téléphones portables jusqu'aux écrans de télévision. Depuis 1972 que j'ai appris ce métier. Avant, il y a beaucoup de clients. Aujourd'hui, tout est changé. Celui qui a eu une réparation et que parmi ses copains ont vu qu'il a réparé sa montre, il l'envoie chez moi ici, pas facilement. Il les indique là où je suis. Maintenant, ce que je gagne, pas facilement que je gagne ça. Et surtout au début, vraiment, c'est important parce que c'est pas toute personne qui a une montre. C'était cher, il y a même des montres à 25 000. Comme les montres Casio. Et vraiment, les recettes, on a beaucoup de recettes avant que les gens. C'est pas tout le monde qui a une montre parce que c'est cher. Et même les piles, je disais que avec le Casio, là, la pile coûtait à 5 000 francs. Bon, maintenant, le prix a baissé, c'est à 500 francs. 500 francs la pile. Mais Dieu merci, il y a ceux qui s'intéressent à la montre. Il y en a ceux qui disent que bon, c'est même pas la peine de porter une montre parce que j'ai mon portable. C'est ce qu'ils disent. Bon, avec le portable, ça peut décharger et là, on n'a pas l'heure. Mais avec, si tu as ça dans ta main, ouais, il suffit seulement de regarder l'heure comme je l'ai ici dans ma main. Tout le monde qui a une montre parce que c'est cher. Et même les piles, je disais que avec le Casio, là, la pile coûtait à 5 000 francs. Bon, maintenant, le prix a baissé, c'est à 500 francs. 500 francs la pile. Mais Dieu merci, il y a ceux qui s'intéressent à la montre. Il y en a ceux qui disent que bon, c'est même pas la peine de porter une montre parce que j'ai mon portable. C'est ce qu'ils disent. Bon, avec le portable, ça peut décharger et là, on n'a pas l'heure. Mais avec, si tu as ça dans ta main, ouais, il suffit seulement de regarder l'heure comme je l'ai ici dans ma main. C'est comme ça. Avec ce progrès technique considérable que connaît la montre, celle à bracelet tend de plus en plus à devenir un objet de beauté que d'utilité, contrairement à ce qu'elle était jadis. L'actualité hors de chez nous, cette information du journal français Le Monde. Total poursuit l'Algérie en justice. Le groupe français conteste le partage de la rente pétrolière dans ce pays. L'affaire révélée par le quotidien Le Monde pourrait bien tendre les relations franco-algériennes. Le groupe Total et son partenaire espagnol Repsol viennent d'engager une procédure contre l'Algérie et sa compagnie pétrolière d'État, la Sonatrach. Un recours auprès de la Cour internationale d'arbitrage pour contester une taxe sur les profits exceptionnels décidée par l'État algérien en 2006. Il y a 10 ans, alors que les cours du pétrole flambent, Alger choisit de modifier sa fiscalité pétrolière pour capter une partie de cette rente. Concrètement, les contrats avec les compagnies étrangères se voient de fait modifiés de façon rétroactive. Certaines stoppent leurs investissements dans le pays et attaquent l'Algérie devant les tribunaux arbitraux qui gèrent le droit des affaires et obtiennent gain de cause. Total, pour sa part, hésite longtemps sur la méthode à adopter. Une procédure d'arbitrage contre une société nationale comme la Sonatrach, donc cela veut dire contre l'État algérien. Ce n'était pas forcément aussi évident dans le contexte des relations assez délicates, parce que très passionnelles, entre la France et l'Algérie. Alors certes, Total est une société privée, mais il n'empêche que quand on pense Total, on pense France, et quand on pense France en matière de pétrole et de gaz, on pense Total. Le pétrolier tente donc de négocier à l'amiable, mais les discussions se soldent par un échec. Le PDG Patrick Pouyanné choisit donc de s'en remettre à l'arbitrage international. Consulté sur la question, le gouvernement français ne s'y oppose pas. Dans ce dossier, Total et son partenaire Repsol espèrent ensemble récupérer plus de 500 millions d'euros. 1 an de prison, voilà à quoi s'exposeront désormais ceux qui ignorent la réalité du génocide arménien ou de l'esclavage. Les députés français ont décidé de pénaliser toute contestation ou banalisation des crimes contre l'humanité.
Un précédent texte avait été retoqué en 2012 sur l'autel de la liberté d'expression. Cette fois, nier ou banaliser le génocide arménien est passible d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Les députés français ont voté le texte vendredi, à l'unanimité. Un amendement gouvernemental au projet de loi Égalité et Citoyenneté qui va permettre de pénaliser la contestation ou la banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité, dont ce génocide. De 1915 à 1917, près d'1,5 million de personnes sont tuées par les Turcs ottomans qui cultivent un nationalisme radical. Les déportations massives sont autorisées pour des raisons de sécurité intérieure. Un peuple veut en faire disparaître un autre. Mais la Turquie minimise les chiffres et ne parlera jamais de génocide. Admettre les massacres reviendrait à reconnaître que certains héros de la construction de son État étaient aussi des assassins. C'est l'histoire du pays qui est en jeu. Et la Turquie combat tous ceux qui ne penchent pas de son côté. Ankara a dénoncé la volonté de croisade du pape quand celui-ci a prononcé le mot génocide il y a quelques jours lors d'une visite en Arménie. Ils m'ont dit qu'utiliser le mot génocide était agressif, que je devais utiliser une autre expression. Mais j'ai aussi parlé des 3 génocides du siècle dernier, et je dis bien 3. D'abord l'arménien, ensuite celui d'Hitler, et le dernier celui de Staline. Le mot entre peu à peu dans un vocabulaire commun, même si seulement 29 pays dans le monde reconnaissent le génocide arménien par l'armée turque. Les députés allemands l'ont validé par un vote début juin, et là encore, Ankara a promptement réagi parlant d'erreurs historiques. La France, elle, a fait un pas de plus, et assurément les relations avec la Turquie vont s'en ressentir. Et enfin, clôturons ce journal par ce reportage sur l'accueil des migrants en Suède. Longtemps terre promise, c'est le moins cas désormais avec la crise migratoire européenne. Ce sont des réfugiés somaliens en Suède. Ils ont appris un sport typiquement scandinave, le bandy, l'ancêtre du hockey sur glace. Ils forment la première équipe nationale somalienne de bandy basée en Suède. Et depuis 3 ans, ils participent au championnat mondial de bandy. Au printemps, la glace a fondu, mais ils continuent à s'entraîner. Le capitaine de l'équipe, Hassan, est arrivé en Suède dans la ville de Borlänge il y a 6 ans. And the people here, they are expecting very much from us. 1, 2, 3, À 21 ans, Hassan parle le somali, le suédois et l'anglais. Et il a le sentiment d'avoir 2 cultures. When I grow up, j'ai appris beaucoup de choses ici en Suède en grandissant. La culture, la langue. Et bien sûr, je me sens un peu suédois. Mais je me sens aussi somalien. Car je ressemble à un somalien. Hassan a fui la guerre en Somalie avec sa famille. Très jeune, il a vécu des expériences difficiles. Il a fui les bombes, il a souvent été déplacé. À Borlänge, il a enfin une vie stable dans ce quartier en périphérie de la ville où vivent d'autres Somaliens. Hassan travaille également à la Sportothèque, un endroit où il est possible de venir chercher du matériel de sport donné par les habitants. Cela fait partie du programme global d'intégration des autorités. Avant, ici, nous avions des fenêtres cassées, de la délinquance, des graffitis. Mais aujourd'hui, on voit que c'est devenu plus calme dans plusieurs zones et on voit que les jeunes ont des activités. C'est grâce à cette initiative qu'Hassan a pu recevoir ce vélo de course. Il est initié à ce sport par son coach de hockey. Aujourd'hui, il participe à sa première compétition amateur locale. Ça, c'est l'intégration. Ici, on parle vraiment d'intégration. Et j'espère que l'année prochaine, on aura 10 cyclistes originaires de Somalie, du Kurdistan ou d'autres pays. Beaucoup de réfugiés sont arrivés ici d'un coup. C'est difficile pour tout le monde, pour ceux qui viennent et pour ceux qui habitent déjà ici. Le programme d'intégration par le sport fonctionne pour Hassan et pas seulement pour lui. Ce modèle d'intégration ici à Borlänge séduit ailleurs en Suède. Au moins 10 villes ont déjà décidé de l'appliquer. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.
Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.